de la modernité. Et il y a eu à côté un plan opérationnel qui est circonscrit sur une durée de 5 ans. Si on fait d'amalgame entre les deux, nous sommes dans des beaux draps. En fait, ma dernière question, M. Papitamba, si il vous a été demandé d'apporter une suggestion sur les sociales du Congolais, que direz-vous au Premier ministre Matata Ponyo? J'aurais aimé que vous me posiez la question s'il me demandait d'apporter une suggestion tout court, je vais vous parler de la diaspora. Mais bref, le problème n'est pas posé à ce niveau-là. On parle de la présentation officielle. Le problème n'est pas se poser à ce niveau-là. Oui. Vous avez posé la question sur les sociales. Okay, sur les sociales, je pense que le Premier ministre Matata a essayé de rencontrer un peu certaines de mes préoccupations que nous trouvons aussi dans la révolution de la modernité. Pour moi, je l'ai toujours dit, que le social du Congolais a aussi le mérite d'être décentralisé. Pour parler du social du Congolais, il faut parler des besoins sociaux de base. Et les besoins sociaux de base des Congolais ne sont pas pareils. Nous qui vivons au niveau de Kinshasa actuellement, nous n'avons pas la même conception du social que les gens qui vivent à Kibouete, qui est mon village dans le Mayombe. Ce n'est pas la même conception du social. Maintenant, il faudrait répondre valablement à la question ou de la rétrocession ou de la retenue dans le cas de la décentralisation, mais que réellement les entités territoriales décentralisées ou les entités de base soient réellement dotées de vrais pouvoirs et de vrais moyens pour s'occuper des besoins sociaux de base. Ok, merci à vous, Monsieur Papitamba. Fidèles téléspectateurs, nous vous rappelons que nous avons reçu pour vous Monsieur Papitamba, membre du PPRD. Pour vos suggestions et remarques, il y a un numéro qui est affiché sur le bas de l'écran. Parvenez-nous par vos SMS. Prochaine série de questions avec Justin Zeza. Ouais, on va dire quand même bonjour à Monsieur Papi. Bonjour, Monsieur Justin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça va de soi. Voilà, la première question, ce n'est même pas une question. J'aurais voulu vous laisser continuer parce que j'ai senti une proposition quand même. Le problème de la diaspora, c'est quelque chose de très important. Alors, puisque vous avez mis ce souhait-là de proposer quelque chose sur la diaspora, qu'est-ce que vous proposerez à l'actuel gouvernement congolais? Puisqu'il n'y a pas un ministère aujourd'hui qui est en charge de la diaspora, là, le gouvernement existe déjà. Nous savons cela. Maintenant, il y a une chose à faire. En ce qui nous concerne, et je ne suis pas seul à travailler sur ces projets, nous sommes avec d'autres membres de la diaspora. Nous sommes en train de travailler sur un projet où nous demandons au gouvernement, par exemple, au niveau de chaque ministère, c'est d'essayer d'incorporer un conseiller spécial de ces ministères en charge de la diaspora. Qui aura quoi comme mission? C'est ça, il dit que dans chaque ministère a une politique spécifique. Oui. Maintenant, la personne qui sera là devait d'abord être un membre de la diaspora qui connaît les problèmes de diaspora, qui connaît différents réseaux. Il saurait être un relais entre la diaspora et les ministères par rapport à la politique qui sera mise en place quant à ça. Et dans chaque ministère, et nous pouvons l'étendre jusqu'au niveau des gouvernements provinciaux. Cela va permettre à ce que la diaspora congolaise dans son ensemble, non pas seulement qu'elle puisse s'impliquer davantage à la politique, mais que les gouvernements de l'autre côté puissent aussi avoir un bon filtre dans chaque politique émiettée, si vous permettez l'expression, d'avoir la vision globale de la diaspora. Ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Parce que, M. Justin, je veux dire quelque chose, et j'aimerais que les autorités m'entendent. Je parle en tant que membre de la diaspora. Il y a des gens au niveau de la diaspora, non pas seulement qui ont des initiatives, mais qui ne vivent plus tranquillement leur vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont seulement fait le choix de soutenir les chefs de l'État. Ces gens-là n'ont pas besoin de devenir des bagarreurs comme des combattants. Ils n'ont pas besoin de devenir, par exemple, permettez-moi l'expression, des voyous, parce que c'est le cas, il n'y a pas moyen de dire autrement, lorsqu'on se comporte de la manière dont on se comporte comme les combattants. Mais ils ont droit maintenant d'être en contact, au moins quasi direct ou direct avec le pouvoir, pour qu'il y ait un mécanisme de collaboration qui va permettre maintenant que la diaspora accompagne aussi les chefs de l'État. Est-ce que vous allez intégrer aussi, réintégrer, s'il faut dire intégrer les combattants dans cette vision-là, de comprendre un peu ce qui se fera au Congo, ou bien vous allez les exclure? Quand moi je parle de la diaspora, je ne fais pas allusion aux membres du PPRD ou aux membres du pouvoir. Vous les prenez dans son ensemble. Je prends la diaspora dans son ensemble. Et les combattants. Maintenant, c'est clair, quand vous parlez des combattants, maintenant, ces combattants-là ont d'abord besoin de faire preuve d'une certaine maturité, d'une certaine ouverture pour parler d'eux. On ne va pas parler avec des gens qui ont le langage de la violence.
On ne va pas parler avec des gens qui n'ont même pas l'oreille pour essayer d'écouter un peu une autre voix. Ils ont raison, point bas, et quand on a tort, on a droit des coups. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont intégrer. L'appel est lancé. Maintenant, un combattant qui dira que voilà, moi je veux participer à la révolution de la modernité tout en gardant sa couleur politique. On ne demande pas aux gens d'adhérer. Est-ce qu'il y a des conférences en vue ou bien des activités que vous avez essayé de faire pour essayer de faire comprendre à ces gens? Vous savez, je vais vous dire une chose, M. Justin, les solutions existent et il faut savoir les trouver où ces solutions existent. Où elles se trouvent alors? Elles se trouvent au sein de la diaspora même. Il y a des gens qui travaillent pour ce genre de projet depuis longtemps. Et il est important, non pas seulement je parle de les intégrer. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont jamais été consultés peut-être? Non, je ne dis pas qu'ils n'ont jamais été consultés. Je ne suis pas là pour essayer de faire des procès d'un gouvernement qui n'a pas encore commencé à travailler. C'est pourquoi nous, déjà nous prenons de l'avance, nous anticipons pour dire au gouvernement, par rapport à la diaspora, qui devait être son oreille. Il y a bien un ministère des Affaires étrangères qui existe et qui sera notre interlocuteur. Nous essayons d'anticiper. On ne va pas commencer à critiquer quelque chose qui n'a pas encore commencé. Voilà, nous allons changer de registre cette fois-ci. Claudine, si tu me le permets, qu'on parle un peu de l'Est de la République démocratique du Congo. Le M23 a été créé, le mouvement du 23 mars, en rapport bien sûr avec l'accord signé entre le CNDP et le gouvernement de la République. C'est une branche, s'il faut dire ainsi, rebelle qui s'est créée, une branche qui soutient Bosco Ntaganda. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Mais attendez, on ne peut que les désavouer et condamner cela avec la plus grande énergie. Dans notre pays, nous savons que lorsque nous devons parler de l'armée, nous avons un commandant suprême de l'armée qui s'appelle Joseph Kabila. Il y a un chef d'état-major général qui s'appelle Didier Toumba. Ce sont les seules personnes qui sont habilitées à donner des directives pour ce qui concerne l'armée. Bon, les généraux existent pour essayer de mener, entre guillemets, la politique de l'armée sous les ordres d'une seule direction. Il n'y a pas de commandement ici. Lorsqu'ils ont intégré ces gens-là qui ont été accueillis, les CNDP, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'avant les CNDP, nous avons connu 1+4. Dans le cas de 1+4, il y a eu aussi des forces armées qui étaient des forces rebelles. Vous faites allusion au passage. Aussi, mais je n'ai pas dit non. Parlons de 1+4. 1+4, lorsque nous parlons de Jean-Pierre Bemba, des sénateurs Jean-Pierre Bemba, puis le président Jean-Pierre Bemba, il est venu avec des forces militaires qui étaient dans la rébellion. Quand nous parlons de Roubaix et compagnie, il y avait des rébellions qui existaient. Donc le CNDP ne vient pas comme une innovation, non. Il venait dans le même contexte comme on avait accepté les MLC. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que les cas que vous présentez aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que nous vivons ça dans les pays. Lorsque Jean-Pierre Bemba a perdu les élections... Parce que maintenant c'est une rébellion. Lorsque Jean-Pierre Bemba a perdu les élections, ici dans ce pays et au niveau de la capitale, les éléments du MLC, ils n'ont pas accepté l'idée d'intégrer les forces régulières de la République. Ils ont fait allégeance à certaines forces apparentées à Jean-Pierre Bemba et nous connaissons les mouvements du 23 et du 24 mars. Comme par hasard, les dates se ressemblent. Ça s'est passé ici à la capitale, avec certains éléments qui ont fui, à Brazzaville. Vous vous rappellerez de ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les forces régulières de la République ont eu raison sur ces éléments. De la même manière, mais je suis en train de vous dire que les forces régulières auront raison. Les forces régulières de la République auront raison, comme ça a été le cas avec Jean-Pierre Bemba. Monsieur Tamba, est-ce que le commandant suprême des armées n'a pas raté l'occasion de mettre hors d'état de nuire Bosco Ntaganda à l'époque où il en avait l'occasion? Parce que je me rappelle, lors d'un point de presse, le président de la République l'a dit, s'il faut choisir entre la justice et la paix, je choisis la paix. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de paix sans justice? Deux choses à répondre par rapport à cela, M. Justin. Vous posez une question et vous n'allez pas tout de suite poser aussi le contraire de la même question. Vous remarquez aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un mouvement de M23, c'est-à-dire que ça dépasse la personne physique de Bosco Ntaganda. Mais c'est Bosco Ntaganda les géniteurs. C'est parti de Ntaganda maintenant. Je suis en train de vous dire que ce mouvement qui se constitue dépasse la personne physique. Quand il fallait l'arrêter, est-ce qu'on aurait eu l'occasion de connaître le M23? Je suis en train de vous dire ceci, que les noms M23, ça c'est des contenus qui peuvent sonner creux, mais ça serait pareil dans quel sens? C'est qu'il y a des éléments armés qui n'ont pas encore compris qu'ils ont été intégrés dans l'armée régulière de la République pour être sous un seul commandement. Au moindre problème, comme on a pu le constater en 2006 avec Jean-Pierre Bemba,
il y a des éléments qui se sont encore repliés vers eux-mêmes, vers les anciens démons, où il fallait malheureusement que les forces régulières de la République puissent utiliser des moyens encore pour les remettre, ou les mettre en déroute, ou les remettre à la raison. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc le problème c'est quoi? Est-ce que nous aimerions, dans ces pays, avoir un chef de l'État qui peut dire oui et garder son oui, parce qu'il sait respecter les accords, ou nous aimerions dire avoir un chef de l'État qui peut souffler chaud et froid à la fois? Même avec des gens qui peuvent nuire à la République, on doit toujours maintenir les accords. À ce niveau-là. Mais Bosco Ntaganda, c'est un problème à l'Est maintenant. On n'a même pas fini avec l'Est, mais maintenant, est-ce que vous savez, M. Papi Tamba, qu'au Kasaï aussi, il y a une rébellion? Il y a une chose, on va en arriver, il y a une chose à laquelle vous devez vous rappeler. Ce que nous avons connu dans ces pays, Kunda qui a servi plus que n'importe quelle autre rébellion au niveau de l'Est. C'est là où il se trouve. Et que, je vais vous dire que nous savons que Kunda a servi avec un territoire clairement occupé. On sait là où il se trouve. Et aujourd'hui, il fallait d'abord mettre fin à la rébellion de Kunda. Et pour mettre fin à la rébellion de Kunda, il y a quelqu'un à l'époque qui nous a servi. Il fallait qui a collaboré. Je ne vous dis pas qu'il faut prendre des Tangana. C'est ce qui a été fait, on a pris Tangana. Vous savez, la paix. Et aujourd'hui, c'est lui le problème. La paix, lorsqu'on la recherche, en Italie aujourd'hui, je vais vous le dire, l'Italie doit combattre la mafia. Et pour combattre la mafia, ils ont mis en place une politique. Vous comparez la mafia à une rébellion? C'est que les anciens parrains, si vous me laissez parler, M. Justin, vous comprenez mieux ce que je vais dire. Non, je pose la question, est-ce que vous comparez la mafia à une rébellion? Mais je pense qu'une mafia n'est pas très loin d'une rébellion. Lorsque une partie de l'armée se déclare contre cette armée, c'est différent d'une mafia. Vous ne connaissez pas l'état de la mafia. La mafia fait aussi bien du mal que n'importe quelle rébellion. Mais le problème n'est pas au niveau de comparer ce qui est mal. Tout ce qui est mal, nous les renvoyons. La mafia se fait en cachette, une rébellion se fait au vu et au su de tout le monde. C'est différent, M. Tamba. Vous êtes en train de dire aussi au vu de tout le monde. Mais moi, je répète une chose, c'est que les forces régulières de la République ont comme responsabilité, c'est de mettre fin à cela. Et c'est ce qui est en train de se faire. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire qu'il fallait mettre fin à la rébellion de Kunda. Et en Italie, l'exemple que je vais vous donner, c'est que les anciens parrains de la mafia, à un certain moment, deviennent des repentis. Ça veut seulement dire que pour combattre la mafia, lorsqu'un parrain se fait interpeller, mais qu'il accepte de renoncer à la mafia, pour dire que je vais collaborer, pour essayer de donner des informations capitales, ce parrain-là a droit à une loi qui va essayer carrément d'absoudre tous ces péchés, entre guillemets, si vous permettez l'expression, pour maintenant qu'il puisse donner ces informations Je vous donne un cas très clair. Aux États-Unis, on a connu la mafia sous Joe Bonanno. Joe Bonanno a été trahi par un de ses proches. Bien que le proche ait trahi Joe Bonanno, le proche a aussi été arrêté. Pourquoi on doit faire une justice de deux poids, deux mesures? Quand nous faisons des comparaisons... Non, parce que vous m'avez parlé de la mafia, là, je vous ramène maintenant à la mafia. Je ne vous parle pas de la mafia ailleurs au monde. Faisons des comparaisons qui soient des comparaisons intelligentes. Je vous parle de l'Italie. Et je veux vous dire... Non, parce que vous avez évoqué la mafia. Mais je parle de la mafia en Italie. Et je vais vous dire que si vous pensez que la mafia aux États-Unis d'Amérique quoi faire maintenant pour M. Tamba, quoi faire pour régler cette situation? Vous posez des questions, je crois que vous avez besoin de réponses. Oui. Et voilà. Sinon, ce serait simple l'exercice, c'est que je vais vous répondre aussi par des questions et on ne s'en sortira pas. Oui. Quoi faire maintenant pour gérer cette situation? Nous sommes déjà dans l'action de gérer cette situation. L'action de gérer cette situation, c'est quoi? C'est que Bosco Tangana est en train d'être traqué. Non pas seulement lui, mais c'est le système Tangana qui est en train d'être traqué. Et je sais que les forces régulières de la République ont raison. Avec les éléments de Jean-Pierre Bemba, les forces régulières de la République ont eu raison. La capitale était bouleversée pendant 48 heures. Mais à la fin, je pense que nous sommes en 2012 et plus personne ne parlait des éléments de Jean-Pierre Bemba, comme ça sera le cas pour Jean-Pierre. Dernière question. Excusez-moi, s'il vous plaît, j'ai rappelé... Une toute dernière question. Un instant, pardon. J'ai rappelé à M. Papi Tamba qu'il y a une rébellion encore au Kasaï oriental. Et il y a beaucoup de pertes de vie. Non. Quand nous parlons, je sais que je suis en train de vous dire, notre pays a toujours traversé et connu des périodes de crise. Mais je vais vous dire une chose, ces crises-là sont toujours les faits de certaines personnes qui veulent toujours, animées par des esprits méchants, qui veulent toujours remettre en cause ou essayer de compromettre l'avancement de notre pays. Mais nous sommes des grands garçons, parce que le pouvoir de la République a toujours eu raison et l'État congolais a toujours résisté.
Là, vous faites allusion aux forces occultes que les Congolais doivent peut-être connaître aussi. Est-ce que vous les connaissez déjà? Si nous sommes à la télévision. Voilà, Monsieur Tamba, pour terminer, le gouvernement qui a précédé le gouvernement Matata a connu ce problème d'insécurité. C'est ce qui a fait que certaines réalisations n'ont pas pu être faites suite à ces problèmes de l'Est et de rébellion et tout. Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec cette situation qui commence déjà, que le gouvernement Matata connaisse aussi la même loi de l'effort? Vous savez, aujourd'hui, vous allez en France, M. Guélor, vous jouez au loto, vous gagnez 40 millions. Comme ça peut exister des dollars, une cagnotte au loto. On ne va pas vous empêcher de prendre ces chèques parce que vous êtes Congolais, parce que les gens souffrent. Non. Mais il faudrait tout simplement que l'État congolais s'arrange. Que même s'il y a des gens qui peuvent gagner autant d'argent, mais à côté, qu'il y ait beaucoup plus de classes moyennes. Et ça, c'est un des défis du chef de l'État dans le cas de la révolution de la modernité. Avoir des riches dans ce pays, c'est aussi une richesse pour le pays. C'est vrai, avoir des riches, c'est aussi une richesse, mais si vous êtes dans une nation où il y a de l'insécurité, cela c'est aussi, ce n'est pas aussi facile que ça, parce que tantôt JC vient de parler de l'insécurité plutôt à l'Est, qui est aussi préoccupante, mais moi je dirais plutôt l'insécurité à la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Le PPRD, ou encore la majorité présidentielle, était au pouvoir depuis le mandat passé, donc le 5 ans dernier, vous étiez au pouvoir, mais vous n'avez pas pu maîtriser cette situation, le problème de sécurité à Kinshasa, dont on fait allusion plus au Kuluna. Et cela a été dû à quoi? Et qu'est-ce que vous nous promettez pour les 5 années à venir? Vous savez, ce que j'ai constaté, c'est qu'on veut généralement faire du malheur du peuple congolais un fonds de commerce politique. Tant par les acteurs politiques de l'opposition que par certains acteurs même internationaux. Et c'est ce qui est dramatique. Il n'y a pas assez d'insécurité à Kinshasa comme on peut les trouver dans la ville comme New York, comme on peut les trouver à Paris. Il y a un moment, il y a une dame qui a fait un rapport où il a par exemple considéré qu'en RDC, nous sommes les pays qui est considéré comme étant la capitale mondiale de quoi? Du viol. Mais l'année passée, il y a un rapport qui vient de sortir de la Grande-Bretagne qui montre que par rapport aux chiffres de la RDC, s'il faut comparer, tous les jours, il y a au moins 18% de plus de femmes violées en Grande-Bretagne par rapport à RDC, ce qui se passe là-bas dans les zones de combat. Alors que la Grande-Bretagne, c'est un état de paix. C'est pour vous dire que l'insécurité, elle est là. Elle est persistante, j'en conviens. Ce n'est pas un problème congolais, c'est un problème mondial. Les problèmes de l'insécurité s'invitent dans des débats, même des présidents de la République, à un haut niveau, parce que c'est un problème qui est général. Et il faut essayer de trouver les solutions. Par rapport à cela, permettez-moi de vous interrompre. quand le Premier ministre, oui, je voulais dire, pensez-vous que cela est dû à quoi? Parce que c'est vrai, à Kinshasa, on peut aussi dire qu'il y avait de l'insécurité, mais pas plus qu'autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous remarquons que pour circuler, même après 19h, c'est vraiment difficile. Il n'y a que des jeunes qui sont là avec des machettes dans nos avenues. Pendant la journée, lorsqu'il pleut, il y a l'insécurité. Toujours l'insécurité. D'après vous, cela est dû à quoi? Non, je vais vous dire une chose, c'est que vous voulez présenter notre pays comme un Far West. Je refuse de le croire. Si vous regardez la télévision, je pense là, que vous êtes ici avec nous à Kinshasa. À chaque fois que nous regardions nos télévisions, nous vivons tous dans la même ville. Oui. Je ne suis pas en train de... Vous êtes sans ignorer que dans nos télévisions, on ne fait que voir les phénomènes Kuluna. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas d'insécurité à Kinshasa. Mais je suis aussi en train de vous dire qu'il n'y a pas aussi d'insécurité à Kinshasa comme on peut les trouver ailleurs. Et que notre pays n'est pas un Far West. Ailleurs, lorsqu'on est agressé, il y a la police qui est là pour prendre soin de cette personne qui est agressée. Mais ici, ce n'est pas pareil. On souffre de l'insécurité avec le banditisme du Kuluna. Et il y a aussi la police qui n'est pas là pour secourir cela ne peut passer que par une chose. Et le Premier ministre Matata a essayé d'évoquer cela. Il faut renforcer les moyens de la police. Pour renforcer les moyens de la police, il faut les renforcer en termes de moyens humains, moyens matériels et aussi améliorer les situations ou les conditions de vie. Alors avant de commencer avec cette lutte-là contre le banditisme, il faudrait commencer d'abord avec revoir avec notre police, parce que c'est ce qui est vraiment très important. Quand je dis qu'il faut maintenant renforcer les moyens de la police, donc c'est une panoplie de solutions qu'il faut essayer d'entrevoir par rapport à cela. C'est ça que je suis en train de vous dire. Les problèmes de la sécurité qui est un drame que je peux aussi déplorer, mais je peux vous le dire, que ces problèmes-là est moins persistant en RDC par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Et les chiffres en témoignent d'eux-mêmes. Allez dans la ville, par exemple, comme New York.
À New York, c'est un drame, madame. Où il y a des statistiques qui vous parlent de plus de 100 morts par jour. Alors que nous sommes dans un pays de paix. On n'est pas dans un pays en guerre. On n'est pas dans un pays post-conflit. Les États-Unis d'Amérique, c'est leur territoire. Je pense que si, en dehors des événements du 11 septembre, qui on peut considérer comme étant une attaque ciblée, mais ils n'ont pas connu des guerres depuis beaucoup d'années, depuis des décennies. Mais malgré cela, il y a cette insécurité. C'est un problème qui montre que plus la société est en train d'évoluer, plus il y a une grande dépravation de certaines valeurs, et les hommes politiques doivent se montrer de plus en plus responsables. Merci à vous, Papi Tamba. Prochaine série de questions avec Magali Kabir. Bonjour, monsieur Papi Tamba. Bonjour, madame Magali. On est ensemble? Pour de vrai. Voilà, on est très ensemble. Hier, nous tous, on a suivi le discours concernant le projet du Premier ministre Matata Ponyo. Et concernant le secteur de la santé, le Premier ministre a promis de relever le taux d'accès de la population à la santé et aussi les hôpitaux modernes. Que pensez-vous par rapport à ça? Vous savez, j'aime toujours Madame Magali parce qu'elle est toujours préoccupée par le domaine de la santé. Et je vais vous dire une chose, j'ai parié dans ma tête que lorsqu'elle va venir pour me poser la question, elle va commencer par la santé. Je commence à voir un peu d'habitude avec... Je commence à voir un peu... Oui, heureusement, je comprends maintenant pourquoi vous êtes Miss Santé. Le Premier ministre est dans la continuité de l'action mise en place par les chefs de l'État depuis un certain nombre d'années. Madame, les statistiques disent que 1000 personnes, je dis bien 1000 personnes meurent par jour en RDC pour cause de maladies ou pour cause de malnutrition. 1000 personnes par jour, ça voudrait dire que c'est une personne toutes les 2 minutes. C'est un drame. Pour éviter cela, parce que c'est un drame qui compromet le capital humain du pays. La population congolaise, très active, qui contribue à notre développement, c'est la génération comprise entre 15 et 49 ans. Or, nous avons une population de plus en plus jeune, plus de 67%, comme l'a dit le Premier ministre Matata. Vous savez seulement dire que si on n'apporte pas des solutions par une politique ambitieuse et courageuse dans le domaine de la santé et dans le domaine de la nutrition, nous allons de plus en plus nous vider dans les années à venir la population senior. Alors que nous savons qu'en Afrique, où il y a encore une certaine tradition, les gens du 3e âge constituent la sagesse. Il faut qu'il y ait de plus en plus de vieux en RDC dans les années à venir, puisque quand un vieillard meurt, comme disait Amadou Ampateba, c'est toute une bibliothèque qui se consigne. Pour cela, qu'est-ce que le chef de l'État a essayé de mettre en place? Le chef de l'État a fait des domaines de la santé tout un chantier, avec une politique bien définie, des perspectives et des ambitions. Premièrement, nous savons que sous son premier mandat, il a pu réhabiliter au moins plus de 416 centres de santé. Il est parti dans l'intelligence même du système de la santé, dans la formation des infirmiers. Parce qu'il y a 58 instituts technico-médicaux qui ont été réhabilités, et il veut repenser les systèmes de la santé de manière à ce que nous puissions avoir des médecins utiles et des bons médecins. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une politique au niveau des universités. C'est d'essayer de carrément d'annuler les facultés de quoi? C'est-à-dire de mettre un terme aux facultés de la santé dans les universités où il n'y a pas des hôpitaux. Vous avez une université. Lorsque un élève ou un étudiant va apprendre la théorie, il faut qu'il y ait à côté un hôpital de référence où il peut avoir quoi? La pratique, comme cela s'est fait ailleurs. Malheureusement, ici, on a constaté que la théorie, il fallait que les gens aillent tout le temps dans les stages. Donc, tout cela pour dire ceci, c'est qu'il y a des ambitions, il y a des perspectives et il y a des débuts de réalisation. Le Premier ministre Matata maintenant vient trouver cet état de lieu, et aussi pendant les 5 prochaines années, il veut aussi marquer de son empreinte pour poursuivre dans cette ambition. Lorsqu'il parle de l'idéal qui entre dans le cadre de la révolution de la modernité, c'est-à-dire parler de la sécurité sociale des Congolais. Là, nous sommes dans l'idéal de quelque chose qu'il faut atteindre, bien entendu, comme perspective de faire de notre pays un État émergent. Oui. Il y a des plans opérationnels pour commencer. Comme je suis en train de vous dire, aujourd'hui, si vous allez au ministère de la Santé, il y a déjà un programme qui existe pour la construction des hôpitaux maintenant de référence au niveau maintenant des provinces. Des hôpitaux avec déjà un projet qui est en signature, des hôpitaux de proximité. Mais le pays est vaste. Nous ne devons pas penser que nous allons aujourd'hui répondre sur un territoire de 2 345 000 km², construire au moins plus de 10 000 hôpitaux dans les 5 prochaines années.
Non pas seulement qu'on n'aura pas les moyens, mais en même temps on n'aura pas le temps de les faire. Mais il faut que nous puissions être dans l'action continue. Et là, le Premier ministre a essayé d'en faire aussi un des chevals de bataille. Ça entre aussi dans ce qu'on appelle les sociétés congolais. Mais nous constatons avec beaucoup de regret que le taux de mortalité infantile et maternelle, ainsi que des maladies endémiques ne font qu'accroître, comme les maladies comme le paludisme, la tuberculose, ainsi de suite. Chaque jour, comme vous venez de dire, à 2 secondes, un Congolais meurt de la malaria, ou encore c'est une femme qui meurt des complications pendant l'accouchement, ou c'est l'enfant, ou c'est la tuberculose, ainsi de suite. Malheureusement, toute cette politique-là n'est jusque-là pas encore pratiquée, on ne voit rien, ce n'est que des théories. Quelle est vraiment, d'après vous, quelle est la politique, la politique directe, efficace et rapide? Puisque la santé n'a pas de prix. La santé, elle est primordiale. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, Miss Santé, je vais vous dire une chose. C'est que lorsque nous parlons des chiffres, il faut savoir les interpréter. En ce qui concerne la RDC, il y a une partie, je peux considérer comme étant la partie de paix, et qui vit dans la paix depuis longtemps. Il y a une partie, je peux parler des parties post-conflit, et avec la situation des déplacés. Mais ça concerne la RDC. Ça veut tout simplement dire que les avancées qui peuvent se faire dans les côtés de la paix, ces avancées-là seront toujours englouties par rapport à quoi? Par rapport aux chiffres importants qu'on peut relever des parties post-conflit avec des déplacés. C'est un peu ça le paradoxe congolais. C'est pourquoi j'aime toujours dire aux gens que lorsque nous voulons faire la comparaison, faisons la comparaison en tant que Congolais par rapport à nous-mêmes en ayant la RDC comme seul élément de comparaison. Ça nous permettra d'être un peu plus lucides et d'avoir un peu plus de bonne foi dans nos analyses et dans les critiques que nous pourrions faire. Parce que quand vous sortez les mots rien, je ne sais pas, sauf si nous comprenons les Français nous ne comprenons pas les Français de la même manière. Mais moi, je ne peux pas considérer que lorsque nous sommes en train de voir un hôpital construit à Kinshasa comme l'hôpital des cinquantenaires, dans les normes modernes, cet hôpital-là qui va rendre les clés dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, je vais considérer cela comme étant rien, je ne comprends pas les mots rien de cette manière-là. Lorsqu'on me parle de l'hôpital des cinquantenaires à Kisangani, je ne peux pas les comprendre comme étant les mots rien. C'est ce qu'il faut comprendre. Après 60 millions d'habitants, et vous pensez que ces deux hôpitaux-là vont... Je suis en train de dire ceci, que nous devons commencer. Madame, s'il fallait construire même un hôpital par jour, les chefs d'État à la volonté de le faire, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que les chefs d'État viennent vous dire, comme certains candidats, qu'en 6 mois, ils allaient faire de notre pays un État émergent? Non. Les chefs de l'État disent que notre pays, il va faire notre pays un État émergent dans l'horizon 2030. Parce qu'il est réaliste. Il ne veut pas avoir un discours populiste, il ne veut pas mentir aux Congolais. Il ne veut pas dire que dans les 100 prochains jours de l'action gouvernementale, que je vais réaliser 100 projets, comme on a entendu dans ces pays pendant la campagne. Les chefs de l'État disent non. Mais qu'est-ce que ça il a été au contact du peuple. Monsieur Papi Tamba, qu'est-ce que ça coûte de mettre en pratique la politique de la prise en charge à proximité? Qu'est-ce qui coûte? Qu'est-ce qui, en fait, d'après vous, qu'est-ce qui manque? Je ne demande pas qu'est-ce qui manque. Quand je vous dis ceci, que dans notre pays, pendant le mandat du chef de l'État, il y a au moins plus de 416 centres de santé qui ont été réhabilités. C'est pour répondre à cette exigence. Sauf que, si un centre de santé plutôt a été réhabilité, je donne un exemple. Ici, dans la commune, nous sommes dans la commune de Gombe plutôt, un centre de santé de proximité a été réhabilité. Si cela n'a pas été le cas à Kasumbalesa, parce que le pays est vaste, les gens de Kasumbalesa vont continuer à pleurer. C'est un peu ça la problématique congolaise. La problématique congolaise, c'est de savoir que nous avons beaucoup de choses à faire et en même temps, c'est un grand espace. La RDC aujourd'hui, certes, on va dire que nous sommes deuxième en termes de superficie après l'Algérie en Afrique. Mais l'Algérie, il n'y a que 10% de territoire qui est pratiquement occupé, 90% désertique. Donc ça veut dire qu'en termes de territoire réel, la RDC est le plus grand pays en Afrique en termes de superficie. Sauf que la RDC est aussi le pays qui présente le plus grand nombre de quoi? Des défis à relever.
Imaginons que si de 65 à 97, ou je vais dire à 95, lorsque les faits présents Mobutu avaient eu les privilèges de construire le pays ou de reconstruire en temps de paix. Imaginons si c'est pendant ce temps-là, les œuvres réalisées par les chefs de l'État aujourd'hui, si la révolution et la modernité avaient commencé à ce temps-là, où nous en serons aujourd'hui. Sauf que les chefs de l'État héritent une situation calamiteuse. Il ne faut pas oublier que 32 ans de pouvoir, c'est 10 760 jours. 10 760 jours pour lesquels le pays a été détruit. Et le chef de l'État est là depuis 10 ans. 10 ans, vous le savez bien, nous sommes à 3650 jours. 3650 jours qui peut aussi être englouti par 10 ans de guerre qui est aussi 3650 jours. Donc nous sommes en train de parler d'un plus et plus moins qui doit donner 0. Mais malgré cela, les chefs de l'État peuvent réaliser des performances. Merci ne à vous. pensez-vous pas Merci. que les autorités, si je peux rajouter Magali, quelque chose, on doit courir derrière le temps parce qu'on est arrivé vraiment pratiquement à la fin de mise en cette paix. émission. Ce secteur est vraiment très vaste, on pourrait continuer un autre jour. Donc voilà, Monsieur Papitamba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais si vous avez un dernier mot à dire à cette population qui est en train de vous suivre en ce moment. Moi, je vais seulement dire aux Congolais, c'est de savoir que, comme j'aime toujours le répéter, la politique n'est pas une spéculation. Ce n'est pas un marché boursier. On ne se réveille pas un matin pour savoir quelle sera la valeur du dollar. On va encore spéculer sur certains éléments. Oui. La politique, c'est une réalité qui doit se vivre. Et quand j'étais encore étudiant en sciences politiques, on nous disait qu'un raisonnement politique est efficace et efficient lorsqu'il tient compte de l'espace politique réel. Oui. Considérons les réalités de notre pays, les enjeux à relever, les difficultés auxquelles le pouvoir est confronté. Ça nous permettra d'être un peu plus tolérants et d'être beaucoup plus de bonne foi. Parce que ces langages-là, malheureusement, les activistes qui sont au Parlement, faisant partie de l'opposition, ils sont plus dans les folklore. Ok, merci à vous.